Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane des échanges de savoir de scénar et j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui l'épisode 2, enfin, sur les contes d'Andersen et sur le conte le plus long qui nous sert de fil rouge, La Reine des Neiges. On va parler du rythme des saisons, des différents âges de la vie et du passage à l'âge adulte. Il y a au moins 3 contes d'Andersen qui s'appuient sur une rythmique des saisons. D'abord l'été, ensuite l'automne et l'hiver, et enfin le printemps. Ces saisons sont mises en parallèle respectivement avec l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. 3 contes suivent cette rythmique, donc je disais le vilain petit canard, la petite poussette et bien évidemment la Reine des Neiges, même si le rythme est plus complexe dans la Reine des Neiges vu qu'il y a 2 hivers, nous allons le voir. Alors, il faut savoir que parler d'adolescence au 19e siècle, c'est assez nouveau. Avant, on était censé devenir adulte au cours d'une cérémonie, généralement située à 13 ans. Andersen, entre autres, remarque qu'entre 11-12 ans et 15-16 ans environ, il se passe quelque chose de particulier. C'est pour cela que dans La Petite Sirène, la cérémonie de passage à l'âge adulte ne se situe pas à 13 ans, mais à 15 ans. Donc, quand on va parler d'adolescence, on va parler de personnes assez jeunes, qu'on appelle à notre époque plutôt pré-ados. Voilà, donc on va parler plutôt des 11-15 ans. Dans certains contes, un premier printemps représente la naissance. Mais commençons sans tarder par l'été. Partie 1, l'été, saison de l'enfance. L'été, le soleil resplendit. Cela symbolise l'innocence des enfants. Dans le vilain petit canard, c'est particulier vu que ses ennuis commencent rapidement. Même si au début, ça se passe pas trop mal, sa mère l'accepte car il sait nager. Dans la petite poussette, c'est la saison où elle est chez sa mère, où c'est le bonheur, jusqu'à ce qu'à la fin de l'été, elle soit kidnappée par un crapaud voulant la marier de force, alors que visiblement, elle n'est qu'une enfant. Même si c'est ce kidnapping, en effet, c'est la fin de l'été, il est vite suivi de l'automne. Mais c'est dans La Reine des Neiges que cette allégorie des saisons est la plus aboutie. Le premier été, c'est la joie. L'amitié entre Gerda et Kai est au beau fixe, jusqu'à l'arrivée du premier hiver, celui de Kai. Le premier hiver est marqué par le morceau de miroir de Satan que Kai se prend dans l'œil et déforme sa vision du monde. On y revient dans la partie suivante. Après le départ de Kai, les beaux jours reviennent et Gerda se lance à sa recherche. Et le chapitre 3, le jardin de la femme qui savait faire des enchantements, est très important. En effet, perdue, Gerda se réfugie chez une vieille femme qui se sent terriblement seule et n'a jamais eu d'enfant. Elle a un jardin magnifique où il fait toujours beau, où les fleurs sont splendides et les cerisiers donnent leurs fruits. C'est en vérité un été sans fin qu'Andersen nous est décrit. Ce que veut la femme, c'est une enfant auprès d'elle. Or, l'entrée dans l'adolescence représente une prise d'autonomie de la jeune personne que la vieille femme ne souhaite pas. Je cite le conte. Pendant qu'elle peignait ainsi les cheveux de Gerda, celle-ci oubliait de plus en plus son petit ami Kai. C'est que la vieille était une magicienne, mais ce n'était pas une magicienne méchante. Elle ne faisait des enchantements que pour se distraire un peu. Elle aimait la petite Gerda et la désirait la garder auprès d'elle. On note également que le maintien dans l'enfance nécessite de maintenir Gerda dans une forme d'insouciance, de l'extraire de son engagement amical et fraternel envers Kai. L'engagement amical, on en a parlé dans l'épisode précédent. Mais cela ne dure pas éternellement. Il suffit que Gerda voie la rose sur le chapeau de la magicienne pour qu'elle se souvienne de son ami. Je rappelle qu'elles cultivaient des roses ensemble. Elle pleure, comme une fille aimante, et encore un peu fragile, il faut l'admettre, elle apprendra ensuite la bravoure. Même si elle continuera à pleurer un peu, on le verra. Gerda interroge les fleurs du jardin, qui lui racontent des histoires, certaines sympathiques, d'autres sinistres. Il y a le lys rouge, qui parle de personnes brûlées sur le bûcher, par exemple. Les roses, cependant, pensent que Kai est encore probablement en vie. Quand Gerda s'enfuit du jardin, dehors ce n'est plus l'été mais déjà la fin de l'automne. Gerda a appris encore plus le sens de l'engagement, et que le monde est complexe, fait de jolies choses, et de choses beaucoup plus moches. Elle a gagné en maturité et entre dans l'adolescence. Partie 2, l'automne et l'hiver, saison de l'adolescence. Alors l'automne chez Andersen, c'est assez court parce qu'il est danois, et que dans le Grand Nord, l'automne est assez court et laisse vite place au froid de l'hiver.
Donc, l'automne et l'hiver, c'est une seule et même saison, d'un point de vue allégorique, hein, c'est l'adolescence. Et on l'a vu, dans La Reine des Neiges, il y a 2 hivers. Celui de Kai, il commence dès le chapitre 2 et il dure jusqu'à chapitre final. Pourquoi? Parce qu'il va dans le palais de glace de la Reine des Neiges et donc il reste en hiver. Celui de Gerda, il ne commence qu'à la fin du chapitre 3, quand elle sort du jardin de la vieille femme, nous l'avons vu. On s'apposantira sur la adolescence de Gerda dans la prochaine vidéo, car celle-ci est très liée à la figure féminine. Nous avons déjà dit par ailleurs, dans la vidéo précédente, qu'elle gagnait en courage à travers toutes ces épreuves. L'hiver de Kai, il est très intéressant à analyser. Au début, il se prend l'éclat du miroir de Satan. Il commence à tout trouver laid. Il s'aborde les roses qu'il cultive avec Gerda, et Gerda le prend comme un sacrilège, selon l'auteur. Il n'aime plus les livres d'enfants, il trouve tout nul, bref. Il gagne en sérieux, s'intéressant par exemple à la géométrie, ce qui est très bien, mais il perd son empathie, ce qui est beaucoup moins bien, vous l'admettrez. Il se montre cruel envers Gerda et la grand-mère qui s'occupe d'eux. Manquer de respect envers une grand-mère, figure importante pour Andersen, c'est très grave. Kai part jouer à la luge. Andersen écrit « Là, sur la grande place, les gamins hardis attachaient leurs traîneaux aux charrettes des paysans et se faisaient ainsi traîner un bout de chemin. » Là, on voit les ados ont le goût du risque. Bref, Kai s'attache au traîneau de la Reine des Neiges, et s'il a peur d'elle dans un premier temps, ensuite, il la trouve séduisante. Dans le conte, la Reine des Neiges, c'est une allégorie d'une bonne crise d'ado en souffrance. Kai va être enfermé dans un palais de glace, et c'est dans le dernier chapitre que la description de l'adolescence de Kai est intéressante. Le petit Kai était bleu, presque noir de froid. Il ne s'en apercevait pas. D'un baiser, la Reine des Neiges lui avait enlevé le frisson. Et son cœur, n'était-il pas d'ailleurs devenu de glace? Première remarque, Kai a perdu son empathie, nous l'avons dit. Son attachement envers autrui. En vérité, cela représente la personne qui se figure qu'il est bien mieux tout seul. Le vilain petit canard passe aussi son hiver seul, mais lui le subit en quelque sorte, même s'il s'isole également en disant « il y en a marre de tous ces idiots ». C'est qu'au printemps qu'il aura des amis, les cygnes. Ensuite, Andersen nous raconte que Kai essaye de former le mot « éternité » avec des morceaux de glace. C'est un casse-tête d'une grande intelligence selon la Reine des Neiges. Kai essaye, mais il échoue. Il ne pense pas à Gerda, il s'isole, replié sur lui-même, se pensant très sérieux, mais il oublie l'essentiel, l'importance des rapports humains, dont les plus cruciaux, ceux qui nous engagent. Quand Gerda trouve son ami dans ce triste état, elle pleure en le serrant dans ses bras. Ça fait fondre la glace qui emprisonnait le cœur de Kai. Mais ce qui libère vraiment le garçon, ce sont ses propres larmes. Je cite Kai à ce refrain, éclatant en sanglots. Les larmes jaillirent de ses yeux et le débris de verre en sortit, de sorte qu'il reconnut Gerda et transporté de joie et s'écria « Chère petite Gerda, où étais-tu restée si longtemps? Et moi, où donc ai-je été ?» Par ces derniers mots, Kai se rend compte qu'il s'est perdu et que pour résoudre son casse-tête, en plus de son intelligence et de ses connaissances, il lui faut son affection. Et c'est cela qui résout le puzzle de glace et forme le mot éternité. Chapitre 3, le retour des beaux jours et l'âge adulte. On a vu l'hiver et l'adolescence. J'ai pas parlé de l'hiver dans la petite poussette, mais celui-ci il est très intéressant, avec tous ces personnages masculins voulant lui dicter sa vie et l'obliger à se marier. Le printemps, c'est une délivrance pour elle, qui va partir dans une contrée plus sympathique pour trouver enfin un jeune homme bienveillant. Le printemps du vilain petit canard, c'est une délivrance également, puisqu'il se rend compte qu'il est un cygne, et il se fait pote avec d'autres cygnes, c'est génial. Enfin, dans la Reine des Neiges, je rappelle que Gerda et Kai ont appris quelque chose de différent. La première a appris de quoi elle était capable, combien son courage est grand. Le deuxième, on l'a vu, a appris que vivre seul, replié sur soi-même, ne mène à rien, même avec une grande intelligence. Les deux personnages rendent voir la grand-mère. Je cite le conte. Dans la chambre, tout était à la même place qu'autrefois. La pendule faisait toujours tic-tac, mais en passant à la porte, il s'aperçut qu'ils étaient devenus de grandes personnes. Voici comment ils sont devenus des adultes accomplis, en gardant une part d'enfance, comme le dit le conte. C'est pour ça que c'est le printemps, l'âge adulte, un équilibre entre l'enfance et l'adolescence. Là, on a un équilibre entre tout le côté rationnel
et le côté affectif. C'est très important dans le conte de la Reine des Neiges. Et pour les amateurs de science-fiction, c'est la saison 2 de Star Trek Discovery ne parle que de ça également. Exactement le même sujet, avec le personnage de Spock. Mais je ne vous en dis pas plus. Pour conclure, en regardant la biographie d'Andersen, on peut se dire que Kai le symbolise, et que Gardas, c'est la sœur qu'il aurait aimé avoir et qu'il n'a jamais eue, et ça, c'est une analyse que j'ai vue circuler, et qui n'est pas idiote. En effet, Andersen a une enfance heureuse avec sa grand-mère, puis une adolescence difficile dans une famille recomposée pas très bienveillante. Jeune, les gens le trouvaient insupportable, y compris lorsqu'il était étudiant. Andersen utilisait son intelligence dans le but de devenir célèbre. Il a fait le tour de l'Europe pour vendre des romans et des pièces de théâtre sans succès. Ce moment où il s'est ouvert aux autres et où il s'est dit je vais faire ce qui me plaît, il se met à écrire les contes et c'est là que la célébrité lui est venue. Donc, on voit que le parcours de Kai est un peu une allégorie du parcours d'Andersen. On a la même chose dans Le Vilain Petit Canard. C'est vraiment, je l'avais dit dans l'épisode introductif, Andersen y met de sa personne dans ses contes parfois. Et donc, c'est très personnel comme œuvre, ce qui est assez, ce qu'on retrouve pas du tout chez Perrault et les Grimm, par exemple. Donc, je vais vous parler un peu des suites de la chaîne. Cet été, je vais faire plein de vidéos, je pense, j'espère, parce que vous voyez, le temps passé entre les vidéos, c'est un peu espacé. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est juste que j'ai moins de temps pour les vidéos. Donc, ce que j'aimerais, c'est finir cette série. On a encore 2 épisodes après celui-ci, sur la figure féminine et sur les adaptations. Il y a du boulot parce que l'héritage d'Andersen est très grand. Donc, ça, c'est pour la première fois. Et ensuite, je voulais, je pense, faire aussi une série de vidéos d'esprit critique un peu historique, rappelant les concepts de la Révolution française. C'était quoi ces concepts utilisés pendant la Révolution française et pourquoi aujourd'hui ils sont parfois très mal compris. Par exemple, c'est quoi le peuple français? Il y a des petites surprises. Certains, le reliant à une identité ethnico-religieuse, vont regretter qu'en fait, pas du tout. C'est une construction culturelle révolutionnaire. Voilà, donc il y a des choses un peu comme ça, un peu retour aux sources. Quels sont les concepts qui ont été utilisés par les différentes révolutions françaises, parce qu'il y en a eu plusieurs, 1789, 1793, 1848, la Commune de Paris, en 1871, il y en a eu beaucoup. Et donc, quel concept était utilisé? Et voilà. Donc, je ne suis pas sûr de faire ça tout de suite, mais c'est un petit projet que j'ai. Voilà, donc je vous dis, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez apprécié, pouce bleu, hein, à partager, à vous abonner à la chaîne, etc. Je vous dis à très bientôt, j'espère.